Dans cette nouvelle vidéo rétrospective de mes travaux de l'année 2025. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 essais, enfin 5 articles que j'ai écrits sur l'Angleterre. Donc ce sont des articles principalement plutôt, oui, effectivement, historiques. Donc un premier article sur la littérature en vieil anglais ou la littérature médiévale en général, un article sur Oliver Cromwell et la période du protectorat. Également 10 documentaires britanniques qui sont essentiels pour comprendre et connaître l'histoire de l'agriculture britannique. Un article sur Margaret Thatcher et un autre article sur l'Irlande du Nord et notamment sur la question de l'identité. Donc, ce sont des articles qui s'inscrivent dans, comment on appelle ça, dans tout un travail qui a été fait sur l'Angleterre euh, depuis le début de l'année 2025. Et donc, c'est l'intérêt de ces cinq articles, c'est qu'ils permettent de couvrir peut-être pas toute l'histoire de l'Angleterre, mais des pans assez essentiels. Donc le premier article, c'est sur Beowulf et les trésors de la littérature en vieil anglais. Donc c'est un article effectivement qui parle principalement d'un des plus vieux poèmes en vieil anglais qui s'appelle Beowulf et qui est très connu dans la culture populaire, alors que ce soit dans le monde anglo-saxon mais même ailleurs. C'est un récit qui a même été adapté des fois en film, peut-être pas en dessin animé, mais enfin dans des formats un peu comme ça, dans des nouvelles graphiques également. C'est un ouvrage qui comme ça, a persisté dans le temps parce qu'il mêle plusieurs genres littéraires. Donc bon, c'est un ouvrage, c'est un style plutôt épique, mais également ça mélange des choses autour de la spiritualité, avec des références chrétiennes, païennes, etc. Donc c'est un ouvrage qui a toujours encore aujourd'hui un grand impact dans la culture populaire. Et moi, c'est un ouvrage que j'ai découvert adolescent. Je l'avais acheté dans une librairie dans, dans la ville enfin, où je suis né, tout simplement. Et j'avais beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très beau. Et en plus, c'était une édition qui était assez jolie, puisque c'était en anglais moderne et en vieil anglais. Et ça m'a beaucoup rappelé des lectures du collège-lycée, notamment des choses comme Pantagruel, où on avait aussi des éditions on va dire, bilingues en français moderne et en français ancien. Donc cet article parle de Beowulf et parle d'un certain nombre de textes, donc de poèmes, alors peut-être pas des romans, des contes, parce que ça n'existait pas forcément à l'époque, mais des contes ou des histoires longues qui sont considérées comme majeures dans qu'on appelle ça dans l'histoire de la littérature médiévale britannique. Donc c'est un essai qui commence par un rappel sur les typologies, enfin, ce qui existe comme, on va dire, forme de poésie euh, en anglais ancien. Donc bon, des genres qu'on retrouve dans d'autres pays, hein. Vous avez la poésie épique ou héroïque, vous avez la poésie, pardon, élégiaque. Vous avez également de la poésie religieuse, il y a beaucoup de poésie religieuse. Vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler de la poésie énigmatique. Voilà, vous avez un certain nombre de styles qui existent on appelle ça dans la littérature en vieil anglais. Je fais également un petit rappel sur l'histoire du vieil anglais, de l'anglais qu'on dirait en français moyen. Donc bon, avec un rappel hein, sur quels sont un peu on appelle ça les origines, les fondements de la langue et comment elle s'est petit à petit imposée dans ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. Donc j'y présente un certain nombre de textes. Donc le premier c'est Beowulf. Donc je reviens sur un peu on appelle ça, sa date supposée d'écriture. Le fait que son auteur est anonyme, on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a écrit Beowulf. Notamment, je reviens également parce que j'expliquais au début le fait que c'est un récit qui est très populaire, qui a été beaucoup illustré, comme avec ces photos d'une édition de 1908. Sur ce texte, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Beowulf, c'est le croisement entre des choses qui sont de l'ordre de peut-être pas du nordique, mais enfin, quand on a lu des sagas vikings, des choses comme ça, on retrouve un peu ce côté un peu épique, et puis un mélange de genres avec des choses un peu plus, on va dire, spirituelles, ou des références un peu
plus ou moins, déguisé, à la Bible. Donc je trouve que c'est un texte qui est très joli, pour cette raison et c'est en plus, comme je disais, c'est un texte qui a une très grande influence sur, la, littérature, britannique. Voilà ce que je peux dire sur Beowulf. Le deuxième texte présenté, c'est Wonders of the East. Donc c'est un ouvrage, comme on écrivait beaucoup au Moyen Âge, euh, un peu comme j'explique dans l'article, hein, très similaire au livre de Marco Polo, le livre des merveilles. Donc c'est simplement hein, Wonders of the East, ça rassemble bon, ce qui peut être un peu les connaissances géographiques, les légendes et histoires, on va dire, comment on appelle ça, du monde un peu lointain, quoi, pour l'époque. Donc là, ici, vous en avez quelques photos. Donc si vous avez vu, enfin, si vous avez lu l'ouvrage de Marco Polo ou des éditions illustrées, c'est des images, comment on pourrait appeler ça, des thèmes un peu graphiques qui sont assez similaires. On n'est pas, alors c'est pas forcément, enfin, aujourd'hui, on verrait ça comme un peu fantaisiste, mais bon, en tout cas, à l'époque, c'était des fois comme ça que certaines histoires sur l'Extrême-Orient pouvait circuler ou être représenté pour des lecteurs du Moyen Âge en Europe. Alors, c'est un texte qui est un peu particulier au sens où ce n'est pas comment on appelle ça, c'est pas un écrit original. C'est une traduction, en fait, comme j'explique dans l'article, d'un ancien texte latin. Un autre texte dont je parle et qui est vraiment considéré comme un classique, comme Beowulf de la littérature britannique, c'est Les Chroniques de Canterbury. C'est un livre qui avait été écrit par un monsieur qui s'appelait Geoffrey Chaucer, vers 1400. Et on peut pas appeler ça un roman parce que ça se lit pas forcément comme ça. C'est un peu une sorte de recueil de contes qui peuvent être lus tout simplement indépendamment les uns des autres. Et on va dire le fil rouge un peu de cet ouvrage, c'est l'histoire d'un groupe de pèlerins qui part de Londres et comme le titre du livre l'indique, vont vers Canterbury. Donc c'est un ouvrage qui est un peu pas forcément atypique, mais en tout cas qui est original. Je dirais pas que c'est un peu pas comme Rabelais, mais il y a des choses un peu effectivement dans l'écriture de Chaucer qui à la fois font des fois référence un peu à la morale et aussi de l'humour, etc. Dedans. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment considéré comme un classique. Il est même traduit en français, enfin il est lu, alors peut-être pas dans les écoles, mais bon, les Chroniques de Canterbury, c'est très connu. Également, Chaucer est connu pour un certain nombre de travaux inachevés. Donc il y a vraiment toute enfin, ce monsieur avait une très large collection de textes et d'ouvrages. Et ça reste considéré, enfin, son travail au sens large, hein, vraiment, ça offre un panorama de l'Angleterre médiévale. Un autre ouvrage dont je parle, qui n'est pas écrit en vieil anglais, c'est le Domesday Book, mais je l'ai intégré quand même, parce que ça fait partie d'ouvrages qui sont importants pour comprendre l'histoire de l'Angleterre médiévale. Donc le Domesday Book, c'est un ouvrage qui a été commandé par Guillaume le Conquérant après l'invasion de ce qui était, enfin qui s'est pas tout à fait encore l'Angleterre à l'époque. Et cet ouvrage a été fait parce qu'il souhaitait disposer d'un inventaire exhaustif de l'Angleterre. Et donc c'est un ouvrage qui est extrêmement, qu'on appelle ça, détaillé, extrêmement riche, au point où les personnes qui ont été chargées de faire le recensement à l'époque sont allées jusqu'à compter par exemple le nombre de charrues dans un village, etc. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois bon, bah, historique et en plus qui a une forte valeur en Angleterre parce que c'est considéré en tout cas jusqu'en 1873, c'était considéré comme le seul recensement de, de grande qualité en Angleterre. Il n'y avait pas pendant, comment on appelle ça, j'ai oublié l'année, entre 1086 et 1873, il n'y avait pas eu de recensement de ce niveau fait en Angleterre. Donc
Bon, on peut le lire, comme ça. Il y a des éditions qui sont faites un peu, on va dire, un peu brutes. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de trouver des éditions, notamment celles qui est illustrées, dont le but était de parler du Domesday Book, mais de justement de revisiter les lieux, les comtés qui avaient fait l'objet, enfin qui avaient été intégrés dans le recensement, de l'époque, à la fois pour les paysages et des fois ce que sont devenus certaines villes ou villages de l'époque. Et donc j'intègre également enfin, quelques explications sur la façon dont le recensement avait été réalisé. Et donc vous avez cette carte des comtés de l'époque. Donc évidemment le recensement s'est pas fait d'un bloc comme ça. Et donc un certain nombre de circuits ont été organisés avec les censeurs pour récolter les informations dans les différents comtés. Donc vous avez cette carte qui illustre la façon dont les choses ont été faites. Alors, un autre ouvrage dont je parle également, c'est l'Exeter Book. Donc, son nom vient du fait que l'ouvrage avait été donné à la cathédrale d'Exeter. Et donc, alors, c'est pas un livre, c'est plutôt une sorte de compilation, essentiellement de poésie. Donc, vous en avez quelques photos ici. Et c'est un ouvrage qui est considéré comme enfin une compilation qui est considérée comme critique par rapport à l'histoire de la littérature britannique. Et en 2016, il a reçu le titre de manuscrit patrimonial. Donc alors c'est pas le seul, j'en parle après. Il y a un certain nombre de compilations qui existent. Ça fait partie des compilations dans lesquelles sont conservés en intégralité un certain nombre de poèmes ou de textes. Un autre ouvrage qui est essentiel, ce sont les chroniques anglo-saxonnes. Comme son nom l'indique, hein, ce sont des chroniques. Ça couvre une grande période des débuts de l'Angleterre, qui a été rédigée tout simplement par des scribes monastiques. Et l'ouvrage est aujourd'hui considéré comme à la fois tellement précis et complet que c'est presque ça c'est même quasiment une source majeure pour étudier l'histoire de l'Angleterre à cette époque. Ensuite, alors c'est pas un ouvrage, ce sont plusieurs textes, c'est plutôt de la poésie. Donc il y a un certain nombre de poèmes, alors plus ou moins longs, hein, plus ou moins, on va dire, développés, qui sont considérés comme essentiels dans l'histoire de la littérature anglaise. Donc un des plus connus, c'est l'hymne de Caedmon, qui aurait été composé, mais bon, ça c'est la légende, c'était par un personnage qui était apparemment analphabète et qui aurait une, on va dire, une forme de révélation d'une nuit, qui serait devenu poète. Donc c'est un texte qui est extrêmement court, mais qui est considéré comme peut-être pas fondateur, mais bon, moi je marque fondateur, mais en tout cas essentiel à la poésie chrétienne en Angleterre. Un autre de texte qui est important, c'est The Dream of the Rood. Ça s'appelle, enfin en français, c'est traduit par le Rêve de la croix. Et donc, effectivement, bah, ça parle comment on appelle ça, de la crucifixion du Christ. Et donc, c'est pareil, c'est considéré comme un poème fondamental dans la littérature chrétienne de l'Angleterre de l'époque. Également, je parle de Seafarer. Donc Seafarer, c'est un, un texte qui est considéré comme très beau encore aujourd'hui parce que ça mélange un certain nombre de thèmes autour de la mer, de la spiritualité, etc. L'auteur n'est pas connu non plus de ce texte et donc ça peut vraiment être vu comme quelque chose qu'on appelle ça de fondateur dans la culture maritime du monde, enfin de l'Angleterre médiévale. Un autre texte qui est important, c'est la bataille de Maldon. Donc c'est un poème épique et donc ça raconte la bataille de Maldon en 991 pardon, entre les Vikings et les Anglo-Saxons et qui s'est soldé par la victoire des Vikings. Donc c'est pareil, c'est un texte considéré comme essentiel. Et un dernier texte dont je parle, c'est l'Acnunga. C'est
un texte qui est assez original, puisque c'est un recueil de, comme je l'écris, remèdes, prières en vieil anglais, et bon, enfin ce qu'on appelait des charmes, etc. À l'époque. Et donc l'article se conclut sur euh, on pourrait dire une sorte de ce qu'il en reste aujourd'hui. Bah, tout simplement, ce qu'il en reste, c'est que ce sont des textes qui sont considérés comme fondateurs pour l'identité de la littérature britannique. Ce sont des textes qui ont enfin, qui ont une influence un peu sur l'identité nationale britannique, et notamment qui ont une grande influence sur le célèbre auteur Tolkien, qui a fait Le Seigneur des Anneaux et l'autre, enfin, roman, on va dire nouvelle, Le Hobbit. Donc ensuite, je passe au deuxième article, c'est sur Oliver Cromwell. Donc c'est un article un peu de réflexion, à savoir est-ce que c'était une expérience républicaine, ou est-ce que c'était plutôt, ce que j'explique dans le titre, un autoritarisme puritain. Donc j'en parle parce que c'est une anomalie politique, le protectorat de Cromwell, dans un pays qui a toujours été, on appelle ça une monarchie, ou en tout cas avec une famille royale. Pendant environ un peu moins d'une décennie, le pays n'a plus de monarchie, donc plus de famille royale, et c'était officiellement sur le papier, c'était une république, donc dirigée par un monsieur qui s'appelait Oliver Cromwell, et ensuite environ pendant une année par son fils Richard. Et donc je me suis penché dessus parce que c'est la seule fois dans l'histoire du Royaume-Uni où le pays a été dirigé par des militaires, dans un projet, en tout cas sur le papier, républicain, et avec pas de famille royale. Donc si je fais le lien avec le républicanisme, c'est parce que aujourd'hui ça existe quasiment plus, mais à une époque il y a eu des demandes, des fois, enfin, des mouvements politiques républicains au Royaume-Uni, qui n'ont pas forcément fait référence à l'héritage de Cromwell. Donc c'est intéressant de se poser un peu la question de ce que les protectorats pouvaient un peu dire de cette idéologie quand elle a été mise en pratique au Royaume-Uni, puisque c'est la seule fois où, dans l'histoire du Royaume-Uni, il n'y a plus de famille royale qui dirige le pays. Donc il faut comprendre en fait que le Royaume-Uni a une histoire politique qui a été assez, on va dire, longue et complexe, avec beaucoup d'évolutions qui ont été faites au fil des siècles. En gros, pour faire simple, le Royaume-Uni n'en est pas arrivé à la monarchie parlementaire, c'est-à-dire d'un seul coup. En fait, c'est le résultat de plusieurs siècles de mesures, on va dire, enfin, législatives, de plusieurs textes qui petit à petit en fait ont abouti à d'abord à un partage plus équitable des pouvoirs entre le roi d'Angleterre et puis un certain nombre d'autorités, on va dire, locales. Puis petit à petit, création d'un parlement, etc. Et puis bon, le modèle qu'on connaît aujourd'hui en Angleterre de monarchie parlementaire, avec un pouvoir détenu effectivement par le Parlement et la Chambre des communes et la Chambre des lords, et une famille royale qui a une autorité purement, on va dire, symbolique. Mais c'est pas quelque chose qui s'est fait d'un seul coup. Et donc, dans l'article, je reviens sur ces évolutions. Et ce qui va se passer, c'est que dans les années 1140-1160, à un moment, il finit par y avoir une sorte de... Oui, il finit par y avoir une crise assez majeure entre la royauté et ce qu'on appelait les parlementaristes en Angleterre. Et donc, un désaccord va émerger sur le modèle politique qui devrait exister en, euh, en Angleterre, et ça va aboutir à plusieurs guerres civiles en Angleterre, un total de trois, si je dis pas de bêtises, entre les deux camps, donc entre le camp royaliste et entre les parlementaristes. Donc ce sont des guerres civiles qui ont été assez, on va dire, traumatisantes pour le pays, qui ont fait l'objet d'un certain nombre de représentations culturelles comme des peintures. Et donc, c'est dans ce contexte que va émerger la figure d'Oliver Cromwell. Donc, ce monsieur était assez
De toute façon, il était quelqu'un de très, discret, c'était une personne qui avait été, agriculteur, qui avait ensuite été membre du parlement, qui était également, militaire et qui en fait est monté, enfin a gagné en stature, grâce justement, aux guerres civiles anglaises. Et ce qui est important, c'est de savoir, ça explique beaucoup de choses sur le protectorat, que c'était un monsieur qui était, puritain. Donc le puritanisme, sans rentrer dans l'histoire du mouvement religieux, c'était, tout simplement un mouvement, enfin qui existe toujours, ou peut-être pas dans sa forme comme on la connaissait à l'époque de Cromwell, assez strict notamment sur la morale. C'est important de parler parce que ça joue beaucoup sur la façon dont le protectorat a fonctionné. Et donc il a fini tout simplement par monter en visibilité durant les guerres civiles euh, anglaises, et c'est finalement lui qui va en quelque sorte prendre la direction du pays après la défaite de Charles Ier. Donc, ce qui se passe à la fin des guerres civiles, c'est qu'en gros, la monarchie est renversée. Donc, c'est Oliver Cromwell et les parlementaristes qui prennent le contrôle de l'Angleterre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont, en tout cas sur le papier, établir ce qui s'appelle le protectorat. Et donc, sur le papier, c'est censé être une république, donc il n'y a plus de famille royale, il n'y a plus de chambre des lords, et c'est dirigé par parce qu'il s'appelait à l'époque effectivement le Conseil d'État. Et Oliver Cromwell prend le titre de Lord Protecteur du Commonwealth d'Angleterre. Donc, c'est un système qui marche normalement comme je t'expliquais, avec un parlement et qui se dote également d'une constitution écrite qui s'appelle Instrument of Government. Ce qui se passe assez rapidement, c'est que le pays, sur le plan administratif, est divisé en districts militaires. Donc vous en avez la carte ici. Et donc c'est ce qu'on appelle en anglais la période de Rule of Major Generals. Et donc en gros, chaque district est dirigé par oui, sur le, enfin, à l'écrit comme ça, c'est marqué Major Général, donc par un militaire. Et donc, c'est un système tout simplement assez autoritaire, hein. Ce sont des militaires qui contrôlent le pays, donc avec toute la discipline qui va avec. Donc, évidemment, assez rapidement, sont prises des mesures pour abolir tout ce qui est lié à la monarchie. Donc, tout ce qui pouvait être qu'on appelle ça, les administrations pour gérer les biens royaux, etc., sont abolies. Il n'y a plus de chambre des lords, et il y a également un serment qui est introduit où les personnes doivent s'engager tout simplement à être fidèles au Commonwealth d'Angleterre ou le protectorat, qui a été établi sans roi et sans chambre des lords. Donc l'article réfléchit sur le sujet de savoir est-ce que c'était un régime effectivement républicain, même si autoritaire, ou est-ce que c'était quelque chose un peu de l'ordre de l'autoritarisme basé un peu sur la vertu religieuse. Donc, j'ai fait un parallèle, alors sans pousser trop loin, avec un peu ce qui s'était passé en France durant la période où Robespierre, en tout cas, avait un rôle très influent. Parce que sans aller à imposer la terreur comme en France, ils partagent un point commun, c'est que Robespierre était très attaché à ce qu'on appelle la vertu, et Oliver Cromwell lui-même était républicain, et donc si on enlève la terreur qui est une particularité française, on retrouve quelque chose de très commun. Il y a notamment une obsession pour la morale et enfin, ce côté, oui, un peu euh, incorruptible. Et surtout, il y a ce point commun, hein. Bon, déjà, effectivement, anti-royaliste, et également cette volonté un peu de pureté morale et politique. Et donc, un des points les plus évidents, c'est en tout cas en Angleterre, c'est l'obsession pour la pureté morale. Donc, non seulement c'est un régime autoritaire, complètement militarisé, et c'est pour ça que j'en liste plusieurs ici, le régime va prendre un certain nombre de mesures
notamment contre l'adultère, contre les profanités, contre le blasphème. Il y a également un certain nombre de lois qui sont prises sur le contrôle de la presse. Et également, le régime de Cromwell fait preuve d'une très grande intolérance avec les catholiques et un certain nombre, enfin certaines dénominations protestantes. La seule chose un peu positive sur le plan religieux, c'est l'autorisation du retour des Juifs en 1656, pardon. Mais pour le reste, ça reste un régime qui est vraiment qui prend beaucoup de mesures législatives sur la morale, etc. Et donc c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Robespierre et ce projet sur la vertu, parce que c'est un régime qui a vraiment consacré un effort conséquent sur la morale religieuse. Ensuite, ce que, qu'on appelle ça, j'explique, c'est qu'il y a eu d'autres expériences un peu de ce type avec des mou enfin, pas des mouvances, en tout cas des personnalités protestantes comme Jean Calvin à Genève. Et je conclus la section notamment sur le fait que quand on compare l'obsession sur la morale avec ce qui a été fait, par exemple pour l'économie ou un certain nombre de choses comme ça, c'est le contraste est énorme. Il y a eu très peu de choses faites pour l'économie ou pour, on va dire, le développement économique de l'Angleterre. Et les seules choses qui sont un peu notables, c'est pareil, c'est de l'ordre du militaire et de l'autoritaire avec le contrôle de l'Écosse et contrôle de l'Irlande. Donc le régime, comme je disais, il a duré environ comment on appelle ça, une décennie. Oliver Cromwell finit par décéder, c'est son fils qui prend la suite. Ce qui se passe, c'est que le régime enfin, souhaiterait aller vers quelque chose de plus civil, donc de moins militarisé, mais ça ne fonctionne pas. Et finalement, sans rentrer dans le détail des événements, va se produire une restauration de la monarchie. Et donc, j'en parle, c'est intéressant parce que ça fait aussi un parallèle avec la Révolution française. Quand la restauration de la monarchie se fait en Angleterre, il y a quelque chose d'assez grave qui se passe, c'est que les corps sont exhumés d'Oliver Cromwell et d'autres personnes, et ils sont, enfin, c'est une sorte oui, de condamnation à mort, enfin, sur des corps qui sont décédés. Alors, je sais plus comment on traduit le terme décégrity en français, et bah, c'est très perturbant ce qui a été fait, hein, et ça rappelle effectivement un peu ce qui a été fait à la Révolution française, dans l'autre sens où on avait extrait, enfin, alors, on n'a pas refait des exécutions publiques, mais on avait notamment sorti des corps, des tombes de la basilique de Saint-Denis. Et donc, l'article se conclut sur bah, cette énigme un peu politique, parce que ça a duré à peine une décennie. Et donc, il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, personne ne se revendique de l'héritage de Cromwell. Son régime n'a pas survécu à sa mort, c'est-à-dire qu'en gros, bah, c'était très lié, ça, tout simplement, c'est-à-dire que le régime était très lié à la personnalité d'Oliver Cromwell. Il y a eu très peu de choses, il y a très peu de choses, même dans la culture populaire, sur Oliver Cromwell. Par contre, il y a quelque chose peut-être pour lequel il peut être crédité, c'est qu'effectivement, le fait qu'il y ait un régime, on va dire, entièrement parlementaire, entre guillemets, sur une période aussi longue, ça a pu jouer effectivement un rôle sur la bascule vers la monarchie parlementaire. Mais voilà, du reste, ça reste un peu, ça reste une énigme, parce que l'Angleterre a toujours été dirigée par une famille royale, ou comme on connaît aujourd'hui le modèle mixte de monarchie parlementaire. Et donc ça reste vraiment un point un peu étrange de l'histoire, donc pas de famille royale, une dictature militaire, un régime républicain sur le papier, quelque chose et en plus un régime extrêmement enfin, obsédé par la question morale. Donc voilà pour cet article. L'autre article, c'est donc je disais 10 documentaires qui racontent l'histoire de l'agriculture britannique. Et donc c'est une collection c'est une collection effectivement de 10 documentaires, donc de 1938 à 2004, sur l'agriculture britannique et qui permettent de prendre conscience de l'évolution du monde agricole britannique et puis également des fois des débats, des questions qui ont émergé à certaines époques. Donc, pour certains des documentaires, certains sont
ont une valeur historique, conséquente puisqu'ils sont conservés par le, British, Film Institute. Donc le premier dont je parle, c'est English Harvest de 1938 et c'est considéré bon alors à l'époque c'était un documentaire, mais c'est considéré comme un presque comme, je dirais pas une pépite, mais en tout cas c'est un très beau film, bon qui était un peu orienté, et qui est célébré, bon à la fois pour la beauté de ses images et le cadre, comme on dirait un peu romantique et bucolique. Donc effectivement, c'est pas un documentaire qui est neutre, hein, puisque c'est quand même une forme d'idéalisation un peu du monde rural britannique. Et ce documentaire est très intéressant parce que bon, à la fois il y a les paysages, etc., les images qui sont très belles, mais en plus ça témoigne de tout un monde et de techniques passées tout simplement qui n'existent plus aujourd'hui. Donc pour les personnes qui sont curieuses pour voir comment fonctionnait le monde agricole britannique par le passé, il y a beaucoup de choses qui sont montrées. Donc les documentaires sont accompagnés d'un commentaire et notamment des fois d'informations, qu'on appelle ça, un peu historiques, géographiques, sur le sujet. Donc comme ce documentaire avait été tourné dans l'est de l'Angleterre, je fais un certain nombre de rappels sur cette région agricole du Royaume-Uni, qui est la région avec les sols de meilleure qualité. Donc c'est tout simplement l'Est de l'Angleterre, c'est la grande région céréalière du Royaume-Uni. Donc je reviens un peu sur l'histoire de cette région. Un autre documentaire dont je parle, mais pour lequel malheureusement je n'ai pas trouvé d'extrait, c'est The Harvest Shall Come, pardon, de 1942. C'est un documentaire qui est très important parce qu'il avait été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'était un documentaire fait par le gouvernement britannique pour débattre publiquement et que la population prenne conscience des enjeux agricoles, tout simplement pour la survie de la population dans un contexte difficile pour l'Angleterre de l'époque. Un autre documentaire qui est considéré comme un classique, c'est West of England de 1951, pareil, qui est conservé par le BFI. Et donc bon, c'est un documentaire agricole, mais c'est que ça reste quand même en fait dans la pratique un film à l'époque promotionnel sur l'ouest de l'Angleterre. Et donc, le film, comme English Harvest, il est célébré hein, pour ses images, ses paysages bucoliques, pareil, pour l'idéalisation du monde rural britannique, et aussi pour une caractéristique particulière, parce que le film a été tourné à l'époque dans une région textile, et donc il y a un joli mélange qui est fait entre monde rural de l'ouest de l'Angleterre et production textile. Un autre documentaire qui est plus, peut-être moins, on va dire bucolique ou en tout cas qui est moins enfin, avec une narration un peu moins forte, c'est un documentaire qui s'appelle Country Farming Innovations of the Modern Tractor et pareil, c'est un film, on va dire, un peu technique, mais il est intéressant parce qu'il permet d'illustrer la montée en puissance de la mécanisation dans le monde agricole britannique à partir des années 50. Un autre documentaire, il date de 57, celui-là de 1957, c'est Running a Family Farm. Donc, comme ça, d'apparence, c'est vrai qu'effectivement, c'est un documentaire qui est un peu classique, hein. Bon, on suit la vie d'une famille agricole avec ses questions, ses problèmes, etc. Mais c'est un documentaire que j'ai inclus parce qu'il se déroule en Irlande du Nord et c'est souvent une région qui est pas, euh, à laquelle on pense pas forcément quand on s'intéresse à l'agriculture britannique. Un autre documentaire, celui-là de 1958, pareil, qui est conservé par le BFI, c'est A Year on a Farm by the Sea. Et alors à la fois il est très beau, il est très bien tourné comme documentaire, et également un de ses intérêts c'est qu'il se déroule dans le sud de l'Angleterre, plutôt effectivement dans le sud-ouest. Et c'est un documentaire qui est très intéressant parce qu'il se consacre aux enfants des agriculteurs et notamment il évoque la problématique du travail des enfants dans le monde agricole à l'époque. Un autre documentaire qui est important, c'est Hard Life of the Farm Workers. C'est un documentaire de 1969, un reportage plutôt, et il s'intéresse à ce qui existe en France aussi, hein, donc la situation des ouvriers agricoles. Et donc c'est un documentaire simplement, enfin c'est un reportage, un documentaire social, hein, et donc qui avait, je dirais pas marqué, mais qui avait suscité un certain nombre de débats parce qu'il montrait effectivement les conditions extrêmement dégradées de vie, de travail et de rémunération des ouvriers agricoles dans le monde agricole britannique.
Et notamment, c'est un documentaire qui est intéressant à la fois pour comprendre le contexte social de l'agriculture britannique de l'époque, et également les tensions qui existaient simplement entre ces ouvriers agricoles, les propriétaires terriens, etc. Et donc ce documentaire est intéressant parce que ça permet un peu de sortir du côté un peu d'un monde rural britannique romantisé. Là, c'est vraiment malheureusement les difficultés humaines rencontrées par des ouvriers agricoles. Un autre documentaire qui est important, c'est celui de 1975 qui s'appelle Crank Peasant et qui suit un monsieur qui est très connu en Angleterre qui s'appelait John Seymour puisqu'il est décédé. Et c'est un monsieur qui en 1976 va sortir un ouvrage qui est considéré comme un classique sur le sujet, un ouvrage sur l'autosuffisance alimentaire. Et donc, s'il avait bénéficié d'attention, c'est parce qu'il y a depuis très longtemps des débats sur l'autosuffisance au Royaume-Uni. Donc je réexplique un peu dans l'article l'histoire sur ce sujet, je ne le fais pas dans la vidéo. Et donc quand il a sorti son livre en 1976, ça a remis le débat tout simplement sur la table. Et donc ce documentaire de 75 suit ce monsieur sur son exploitation. Et donc bon, c'est sans être dans la naïveté, il parle de tout, donc à la fois de comment il vit, comment il a monté ce projet, ses espoirs et puis aussi ses difficultés. Ensuite, un autre documentaire qui est important de 1975 qui s'appelle Laxton. Donc, ceux qui ne connaissent pas le monde agricole britannique, pendant très longtemps, le système qui était en place en Angleterre, c'est ce qu'on appelle les open fields. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'agriculture, elle était collective. Alors, c'est pas, comme des fois on peut le lire, c'est pas forcément au sens collectivisé, pas comme par exemple en Union soviétique, mais ce qui se passe, c'est qu'en gros, les terres étaient gérés en commun par les paysans, par exemple, du village. Donc avec tout un système juridique et puis des accords qui devaient être retrouvés chaque année pour savoir ce qu'on allait faire comme culture. Ce système a disparu quand les terres ont été, pour faire simple, privatisées avec ce qu'on appelle les Enclosure Acts. Et en gros, on est passé d'un système comme ça, agricole plutôt collectif, en champs ouverts, ou en tout cas pas en parcelles privées, vers un système complètement, tout simplement privatisé. Donc il n'est plus aujourd'hui en Angleterre, le système n'est plus communal comme il était par le passé. Et donc, la particularité de Laxton, c'est que Laxton est le dernier village d'Angleterre où on est resté aux open fields. Et donc, ce documentaire de 1975 visite et suit les agriculteurs du village, puisque c'est le dernier village, comme je disais, où le système des open fields est maintenu, mais dans sa forme complète. Alors, à la fois en termes de paysage, de pratiques agricoles, mais également de pratiques juridiques, avec tout ce qui est en place pour que ça fonctionne quasiment comme au Moyen Âge. Et donc c'est un village qui fait l'objet d'un certain nombre de soins, parce que, effectivement, c'est tout ce qui reste au Royaume-Uni, du système des open fields. Et ce village a déjà a fait plusieurs fois l'objet de documentaires, et un autre, que vous pouvez voir en ligne, c'est, Medieval Village de, 1935. Et également, alors c'est pas lié à Laxton, mais je parle d'un film qui s'appelle Enclosure, et donc ça c'est pour ceux qui souhaitent comprendre un peu comment fonctionne, enfin ce qu'étaient les enclosures au Royaume-Uni. Et le dernier documentaire présenté, c'est Six Inches of Soil de 2024. Et donc, c'est un documentaire plutôt sur l'agroécologie, et qui suit plusieurs agriculteurs et qui tout simplement discute des enjeux d'écologie, de préservation et de renouvellement des sols euh, au Royaume-Uni. Et l'article se conclut par d'anciennes images d'archives, donc que vous pouvez trouver en ligne tout simplement sur YouTube, notamment avec British Pathé. Et donc j'ai mis plusieurs documentaires qui illustrent le monde agricole britannique. Donc vous avez ici un concours de labour avec chevaux en Angleterre. Vous avez un documentaire de 1946 sur la récolte en Est Anglia. Et vous avez un documentaire de 1965 sur le salon d'agriculture. Et donc, et voilà, l'article se conclut ainsi.
L'autre article, c'est un article sur Margaret Thatcher, celle qu'on appelait la Dame de Fer. Et alors j'ai parlé de cet article comme une rétrospective personnelle. Pourquoi? Parce que dans ce travail que j'ai fait sur l'Angleterre, j'ai souhaité revisiter la figure de Margaret Thatcher, parce que pour être tout à fait transparent, je viens d'un milieu, on va dire, personnel où Margaret Thatcher n'était pas forcément très bien vue pour des raisons politiques. Et donc c'était l'occasion de revoir avec mes yeux un peu d'adulte ce personnage. Et donc bah, je reviens simplement sur la carrière et la personnalité de Margaret Thatcher comme Premier ministre du Royaume-Uni. Et donc sans rentrer dans le détail, je refais le lien en fait un peu entre ce que des fois j'avais comme opinion quand j'étais plus jeune, des fois, à des époques simplement où j'avais pas forcément, la culture historique ou politique du Royaume-Uni et ce que je revois aujourd'hui un peu avec, mes yeux, d'adulte. Et donc, bah, tout simplement, je dirais que aujourd'hui j'ai un point de vue qui est un peu plus nuancé. C'est vrai que du fait, du milieu d'où je viens, j'avais un point de vue, bon, comme beaucoup, même en France en général, un point de vue un peu négatif et caricatural, hein, sur Margaret Thatcher, avec ce que tout le monde connaît, hein, la grève des mineurs, la fermeture des usines, des mines, etc. Bon, le conflit en Irlande du Nord, etc. Et donc, l'article est l'occasion de revenir un peu sur un certain nombre de ces sujets, de regarder ça avec une nouvelle perspective. Par exemple, sur la grève des mineurs, bah, moi, comme tout le monde, hein, pendant très longtemps, je trouvais que ce que Margaret Thatcher avait fait était assez dur. Mais quand on connaît mieux le contexte politique, industriel, social du Royaume-Uni de l'époque, on peut comprendre, sans tout justifier, que Margaret Thatcher, effectivement, avait été confrontée à un problème énorme qui est peut-être plus grave que simplement le vieillissement d'un certain nombre d'infrastructures industrielles, et notamment le poids des syndicats qui étaient devenus hors normes. Et notamment en Angleterre, c'est connu avec un épisode célèbre qui s'appelle l'hiver du mécontentement, fin 1978-1979, où les syndicats avaient pris une telle place qu'ils ont été arrivés à paralyser complètement l'Angleterre dans un contexte en plus de dégradation générale sur le plan économique, social, des infrastructures industrielles, etc. Et donc Margaret Thatcher, il faut aussi comprendre que quand elle prend enfin quand elle devient Premier ministre en Angleterre, elle hérite d'un système qui est à bout de souffle et dans lequel le dialogue social n'est pas toujours possible. Donc c'est l'occasion de revisiter un peu ces sujets-là. Également de rediscuter des questions un peu autour du nationalisme en Angleterre. À l'époque, fin des années 70, il y a comme en France, alors aujourd'hui, je ne sais même pas si ce parti existe encore, l'équivalent d'un Front National britannique. Il y a des problématiques qui montent autour du racisme parce qu'il y a de l'immigration, mais surtout il y a beaucoup de chômage, il y a des déclin industriel, etc. Notamment qu'on appelle ça, c'est l'époque où il va y avoir les émeutes pardon, de Brixton. Le sujet du déclin urbain est tellement visible au Royaume-Uni que ça fait même l'objet d'une chanson d'un groupe de ska qui s'appelle The Specials et la chanson s'appelle Ghost Town. Donc, c'est l'occasion de parler un peu de tous ces sujets. Donc, c'est-à-dire que Margaret Thatcher, elle arrive dans un pays qui est très dégradé et se pose la question un peu de savoir un peu comment recomposer une identité nationale. Alors après, on approuve ou pas le choix de Margaret Thatcher, mais peut-être que Margaret Thatcher, de ce qu'on voit en tout cas du résultat final, elle semble peut-être avoir fait le choix d'une souveraineté nationale plutôt, enfin ce qu'on dirait régalienne. Donc bon, bah effectivement un peu primaire, mais militaire, policière, diplomatique, notamment internationale. Ou peut-être au détriment d'une souveraineté, ce qu'on dirait aujourd'hui, industrielle, et cetera. Alors après, c'est un choix qu'on peut critiquer, mais en tout cas, visiblement, c'est peut-être le choix qu'elle a fait, mais encore une fois, qui peut s'expliquer par l'état, catastrophique du système, industriel, au Royaume-Uni à cette époque. Et notamment, un des choix économiques qui est fait, c'est, la bascule vers les services. Mais,
On peut critiquer avec le recul aujourd'hui ou de l'extérieur, mais si on n'a pas tous les éléments, et c'est pour ça que j'ai fait l'article, quand on regarde quand je regarde aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, la situation était loin d'être simple et les gens ne se rendent pas toujours compte à quel point le système industriel britannique était vétuste, était en extrême difficulté, en plus avec concurrence étrangère, sous-investissement des fois chronique dans certaines branches, et puis effectivement ce problème social, ce poids peut-être ouais, quasiment démentiel de certains syndicats qui faisait qu'on, peut-être dans certaines branches, bah, le dialogue était totalement euh, rompu, tout simplement. Donc je rappelle, si, bah, là on voit quelques photos, bah, son lien avec, très fort de l'époque avec Ronald Reagan. Moi, je dis deux choses ensuite, c'est sur les Falklands et sur l'Irlande du Nord. En France ou dans d'autres pays, il y en a beaucoup qui critiquent notamment, pour les Falklands non, mais pour l'Irlande du Nord, il y en a beaucoup qui critiquent notamment la mort de Bobby Sands suite à sa grève de la faim. Moi, je n'approuve pas le fait que Bobby Sands soit décédé de grève de la faim, mais je pense, et ça fait partie de ses mérites, qu'elle a été intransigeante, à raison, sur l'intégrité territoriale du Royaume-Uni, donc à la fois en Irlande du Nord, et puis sa grande opération. Lorsque l'Argentine a envahi les Falklands, où une opération énorme sur le plan logistique a été mise en place, qui s'est soldée par une victoire des Britanniques. Et donc l'Irlande du Nord et les Falklands illustrent assez bien quand même bah, comme son nom, enfin, comme son surnom, cette pointe de fer quoi, sur les enjeux de souveraineté nationale, on va dire un peu pas primaire, mais les plus essentiels, quoi. Donc la souveraineté politique, internationale et territoriale, et donc militaire. La seule chose, sa seule un peu défaite sur ce sujet, c'est, et ça je l'ai découvert quand j'ai écrit l'article, c'était sur l'invasion de Grenade, qui était un membre du Commonwealth, et qui a été décidée sans qu'elle soit informée par les États-Unis. Donc, ce qui se passe, c'est que Margaret Thatcher va malheureusement faire une erreur politique majeure. Elle décide d'introduire dans les années 90 ce qui s'appelle la poll tax. Donc, c'est un impôt qui devait être mis en place pour financer un certain nombre de services communaux, en utilisant ce qu'on appelle la capitation, donc c'est-à-dire un impôt par tête. Et donc, ça s'est avéré être très vite impopulaire, avec des gens qui refusaient de payer, même des artistes qui organisaient des concerts pour protester contre cet impôt. Et donc ça dégénère en novembre, enfin le 28 novembre 1990, alors pas le 28 novembre, pardon, c'était le 31 mars 1990 quand il y a une manifestation qui dégénère en émeute dans les rues de Londres, et donc elle est contrainte, à la suite de cet échec, de démissionner. Donc ensuite, elle poursuit une carrière politique un peu plus, pas simplement en retrait, hein, elle est plus Premier ministre et plus discrète. Elle finit malheureusement par décéder en 2013. Donc, ce qui est important et pour comprendre aussi le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est que objectivement, il y a consensus pour ne pas remettre en cause hein, ce qui a été fait par Margaret Thatcher. Il n'y a pas eu de grand retour en arrière pour revenir à ce qui existait sur le plan notamment étatique, social, économique dans les années 70, par exemple. Globalement, personne au Royaume-Uni ne remet en cause les changements qui ont été opérés sous ces mandats au Royaume-Uni, que ce soit à la fois sur le plan politique et social. Donc bah, malheureusement, quand même, le bilan objectif, c'est quand même que le tissu industriel a été fortement, enfin, a subi une désintégration énorme, que le paysage social et enfin, je dis social landscape dans l'article, qu'on appelle ça la société est confrontée quand même objectivement à des gros problèmes hein, d'inégalité, de précarité qui sont pas négligeables et qui sont quand même objectivement liés hein, à la reconfiguration du système économique du, euh, du Royaume-Uni. Donc moi je reste, j'ai pas changé de mon avis plus, on va dire plus jeune, hein. Moi je pense que quand même le coût social est quand même conséquent. Par contre, moi j'admire, ce que je respecte déjà, c'est sa franchise sur l'Europe. Bon, après on approuve pas, mais en tout cas elle mâche pas ses mots. Et encore une fois son attachement à la souveraineté du Royaume-Uni. Et donc
c'est quelque chose pour lequel elle a toujours été, pour lequel elle a toujours été intransigeante et c'est, je pense, quelque chose pour lequel, enfin, objectivement, tout le monde, peut l'admirer. On peut avoir des désaccords, politiques, économiques, ça fait pas forcément unanimité, mais en tout cas, on pourra pas enlever à Margaret Thatcher que, elle est restée, accrochée jusqu'au bout à l'indépendance, et à la stature internationale du Royaume-Uni sur le plan, territorial, politique et diplomatique. Voilà pour cet article. Et le dernier, c'est sur l'Irlande du Nord. Alors c'est plus réflexion un peu personnelle, et donc c'est une question sur l'identité collective, et donc sur une étude des drapeaux. Et donc l'Irlande du Nord, donc bah, qui fait partie effectivement du Royaume-Uni, a, malheureusement vécu un long conflit on va dire de la fin des années 60 à 1998, qui s'appelle de manière un peu, enfin, c'est un peu un euphémisme, s'appelle les troubles en Angleterre. Et donc, c'est un pays, enfin, c'est une région du Royaume-Uni qui a été profondément dirigée entre bah, militarisation, attentats, groupes paramilitaires, ce qu'on appelle du sectarisme, etc. Et donc, une des particularités de l'Irlande du Nord, c'est que cette région n'a plus de drapeau, au contraire des autres, hein, que ce soit l'Angleterre, l'Écosse ou le Pays de Galles, depuis 1973. Le drapeau qu'on voit ici a été retiré parce qu'en fait, c'est un symbole, c'est un drapeau qui divise profondément en Irlande du Nord. Tout d'abord, les communautés plutôt, on va dire, catholiques, ou en tout cas plutôt dans le désir d'être rattachés à la République d'Irlande au Sud, ne se reconnaissent pas dans un drapeau qui est profondément, bon, comme ça se voit à l'image, profondément britannique. Ensuite, l'autre problème de ce drapeau, c'est qu'il a été récupéré par les paramilitaires loyalistes, et c'est un drapeau qui est utilisé dans les cercles loyalistes, et donc ce drapeau s'est retrouvé entaché bah, simplement d'une réputation, oui, on pourrait dire d'une réputation un peu, pas sulfureuse, mais un peu compliquée. Donc ce drapeau a été supprimé, il n'y a plus de drapeau. Il y a eu plusieurs tentatives faites pour leur redonner pour donner à l'Irlande du Nord un drapeau, mais c'était des propositions, on va dire, civiques, mais qui sont jamais devenues réalité. Elles sont restées sur le papier. Donc un des problèmes majeurs pour un drapeau, enfin pour composer un drapeau en Irlande du Nord, c'est que beaucoup de symboles du passé, donc à la fois l'ancienne, ce qu'on appelait la bannière d'Ulster, et un certain nombre d'autres symboles sur ce drapeau, sont associés à des groupes paramilitaires ou à des organisations, effectivement, comment on dit, oui, enfin sectaires au sens assez intolérantes, notamment avec les catholiques. Et donc ce sont des choses qu'on peut, enfin, du coup, une des difficultés, c'est bah, d'essayer de trouver des symboles ou une symbolique qui pourrait rassembler tout le monde. Et l'autre sujet, c'est que bon, les personnes qui étaient dans le souhait d'un rattachement à la République d'Irlande, bah, eux, ils ont une identité qui est typiquement, on va dire, irlandaise. Donc c'est très compliqué de rassembler les deux communautés autour de symboles communs. Également, j'en profite pour dire que même si sur le papier le conflit est terminé, les gens ne vivent pas forcément enfin mieux ensemble, hein. Vous avez toujours, comme sur les photos, bah, des murs, des barbelés, des fois des commissariats eux-mêmes qui sont un peu défendus comme des bases militaires, parce que la tension est toujours là. Les communautés ne se parlent pas forcément davantage, et donc il y a toujours un sujet de recomposer une identité commune. Et donc la réflexion qui a été faite, mais bon, c'est pas c'est pas, comme ça, c'est purement de la réflexion, c'est de réfléchir à quelque chose qui pourrait être de l'ordre du neutre, sur des thèmes qui pourraient parler à tout le monde. Et donc la réflexion qui a été faite, c'est de partir sur des choses qui évoquent soit l'agriculture, soit tout simplement la mer. Voilà. Donc il y a un certain nombre de drapeaux qui ont été proposés. Donc par exemple ce drapeau plutôt, on va dire, orienté agricole, avec le rouge qu'on retrouvait sur la bannière d'Ulster, bon, les épis de blé, le jaune pour les champs, etc. Bon, c'est un peu basique, mais c'est une réflexion avec également un design un peu plus, on va dire, dynamique. Il y a également quelque chose sur le thème de la mer et des bateaux, pendant longtemps il y avait d'importants chantiers navaux en Irlande du Nord, navals, pardon, en Irlande du Nord, mais aujourd'hui certains ont fermé. Et donc de composer quelque chose qui serait autour de la mer. Et donc il y a un certain nombre de versions qui sont proposées avec un croisement avec également le thème agricole.
Donc évidemment, ce sont des drapeaux qui, sont des projets qui engagent, personne, mais c'était, l'occasion d'un article un peu de réflexion sur, bah, dans un contexte où il y a plus de dans un contexte où vous avez un pays, une région qui n'a plus de drapeau, comment essayer de concevoir quelque chose, qui serait de l'ordre, qui permettrait de cimenter, 2 communautés qui sont totalement, opposées. Donc voilà, bah, c'est la fin pour l'ensemble de ces articles écrits cette année sur l'Angleterre. Et donc si vous avez apprécié bah, cette vidéo, vous pouvez évidemment mettre un commentaire. Voilà.